Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est notre 10e saison et c'est Riposte numéro 337 déjà. Eh oui. Alors un bonheur réel, celui de vous retrouver, c'est un plaisir mais c'est aussi un honneur. 10 ans déjà, ça se mérite. Merci de votre confiante amitié autour de France 5. Une émission très riche, divisée en 3 parties. Premier temps, un débat, un vrai, et une question au cœur de l'actualité, froide ou chaude, sommes-nous en guerre ? Afghanistan, là où sont morts 10 de nos soldats, Géorgie, Ossétie, ces guerres sont totalement mystérieuses pour moi, elles ne le sont pas pour nos invités, que l'on en juge, Florence Sobena, Hubert Védrine, Emmanuel Todd, François Baroin et Alexandre Adler. Ça va être vif, très vif, comme toujours. Alors deuxième temps, un face-à-face avec le meilleur ennemi de Nicolas Sarkozy, l'opposant en chef, sinon le chef de l'opposition, le patron du Modem, François Bayrou, revenu exprès pour Riposte de l'université de rentrée de son mouvement. Troisième temps, une nouvelle rubrique, une sorte d'attendez-vous à savoir, info exclusive, secret des rédactions. Ce soir, Claude Askolovitch, rédacteur en chef au JDD et chroniqueur sur Europe 1. Voilà, Riposte, c'est parti. Alors tout d'abord, je voudrais vous faire partager des images et des émotions. Ce garçon-là a 10, 11 ans. Il n'est pas mon fils, mais il me fait penser au mien, quand ils avaient son âge ou peut-être au vôtre. Je lui écris. Cher petit bonhomme, oui, je vais l'appeler cher petit bonhomme. Alors que ce matin, avec ton cartable lourd, très lourd, chargé aussi des dettes que ma génération, dit-on, t'a laissées, tu pars plutôt moins angoissé que tes parents sur le chemin de l'école. Je te dis, bosse, fils, bosse. C'est vrai, je crains souvent que ta vie ne soit plus rude que la mienne. C'est nouveau ce sentiment-là en France. Plus rude, la vie, plus mobile, plus changeante. Arme-toi. Fils, sois gentil, très gentil avec tes copains. Aimez-vous les uns les autres et surtout, contrairement à ce que disait Ségolène Royal à La Rochelle, ne leur dis pas « disparaissez ». Sinon, tu risques de te retrouver un peu seul, comme François Bayrou lorsqu'il est abandonné par ses camarades de jeu. Oui, bosse, fils. Alors, la géo, par exemple, apprends par cœur, ne sois pas comme moi d'une ignorance crasse, les noms des capitales de l'Abkhazie, celle de l'Ossétie du Sud et du Nord, et tant que tu y es, celle de l'Azerbaïdjan, du Tadjikistan, de la Moldavie, de Tchétchénie, du Daghestan, et n'oublie surtout pas la Balkanie, encore moins la Tcherkessie. Voilà, surtout la Tcherkessie. Ils ont la gâchette facile par là-bas, fais attention, gaffe, ne traite jamais par exemple tes professeurs de cadavres politiques, ainsi que l'a fait, mais ça ne se fait pas. Medvedev, président de Russie, en parlant de Saakachvili, grand vizir de Géorgie, gaffe, fils, gaffe. Et un conseil, pardonne-moi, caresse le chinois et Amadou l'Indien. Tu auras affaire à eux, alors sois gentil. Et une question de cœur, n'oublie pas les Africains, ce sont des amis, comme les Américains, surtout s'ils votent Obama, que l'on adore dans les cours des collèges français. Oui, bosse, fils, bosse, ton accession civique, chéris la fraternité et choisis toujours l'égalité. Même si tu m'as dit un jour, là, il y a 2 jours, là, que si tu faisais construire une maison en Corse, il valait mieux être fils de président, copain du fils du président, que plombier zingueur. Bref, bosse, fils, bosse, et médite. Surtout le dimanche vers 17h45. Fais comme moi, regarde Riposte. Le monde sort de ses gonds, fils, comme disait le regretté Shakespeare. Il faut toujours faire une citation, ça t'aidera. Là-bas sont morts 10 gamins à peine plus vieux que toi. Le monde saigne, d'Haïti à Kaboul, de l'Ossétie du Sud à l'Irak profond. Mais c'est notre monde, le tien. Fils, écoute, regarde ces images et on se retrouve tout de suite pour le débat. Regarde. La Géorgie et la Russie en état de guerre. Les 2 pays s'affrontent pour le contrôle de l'Ossétie du Sud. 10 soldats français tués en Afghanistan, 21 blessés lors d'une embuscade tendue par les talibans à l'est de Kaboul. Cette décision, qui vise à un changement unilatéral des frontières de la Géorgie, est tout simplement inacceptable. Pourquoi on est ici ? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Donc Florence Aubenas, vous êtes grand reporter au Nouvel Observateur. Hein. J'ai bien dit Aubenas d'ailleurs, pas Aubenas. Oui, vous avez vu, j'ai fait très attention. Vous rentrez d'Afghanistan, qui avez-vous vu ? Vous ? Est-ce qu'on est en guerre ou pas ? Question de l'émission. Alors en Afghanistan, c'est la guerre depuis longtemps. La différence, c'est que maintenant la France est dans cette guerre. Et c'est pour ça que les Français se réveillent, parce que l'engagement français a changé. Jusqu'à présent, on faisait beaucoup de maintien de la paix. C'était l'engagement choisi par Jacques Chirac en général. Et là, maintenant, on a décidé d'avoir une action offensive sur le terrain, comme l'ont depuis longtemps les Américains, les Canadiens ou les Britanniques. Donc ça ne sert à rien de tourner autour du pot, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense le dit lui-même.
c'est la guerre, c'est l'union sacrée contre le terrorisme, on ne communique pas, c'est terminé. Oui, la communication ressemble à une communication de guerre. Exactement. Alors, Hubert Védrine, ancien ministre évidemment des Affaires étrangères, dites-moi, est-ce que nous sommes en guerre là-bas ? Oui, c'est une guerre, oui. Rien de plus à dire, nous sommes en guerre. Non, mais c'est bien, dans l'anachronisme, il n'y a pas de phrase inutile, il n'y a pas de temps mort. Oui. Si c'est ça la question, oui, c'est une guerre. Monsieur Barouin, député maire de Troyes, ancien ministre, membre de la Commission des Affaires étrangères. Oui, c'est une guerre contre le terrorisme, même si juridiquement, il faut le dire, on n'est pas en état de guerre. L'état de guerre, c'est quand un État déclare la guerre à un autre État. On est en Afghanistan dans le cadre d'une action internationale pour garantir la paix, lutter contre le terrorisme et permettre aux autorités afghanes de s'auto-gérer. Mais c'est une guerre, il faut dire les mots, on est dans une situation de guerre. Alexandre Adler, vous êtes politologue, évidemment, vous connaissez bien, vous faites des bouquins terribles, d'ailleurs, Conversations sur les sujets qui fâchent, ou Société secrète, qui est un best-seller maintenant avec William Golden. De la même façon qu'Hubert Védrine, que j'ai oublié de présenter son livre Continuer l'histoire, qui vient c'est une édition augmentée, et pour une traduction américaine, c'est bien, d'être traduit en Amérique. Alors, dites-moi, Alexandre Adler. Mais c'est pas pour me singulariser, parce que je comprends très bien les raisonnements. Mais voilà, mon idée, c'est que la guerre telle que nous l'avons connue au XXe siècle ne se produira que très très rarement, je l'espère. On est dans ce que j'ai essayé d'appeler, parce que je cherchais un mot, la conflictualité. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une guerre, mais qui est un peu différent. En ce sens que, par exemple, en Afghanistan, comme au Pakistan, l'essentiel de la bataille est politique, et les opérations armées, qui existent bien sûr, ne sont que des éléments secondaires. Alors que dans les guerres comme celles que nous avons connues, 39-45, c'est les opérations armées qui étaient l'aspect de loin le principal. Il y avait toujours de la diplomatie, de la lutte politique, mais elles étaient placées sous la direction de l'armée. Là, non. En fait, si on arrive par exemple à éteindre ou à détourner la production de pavots contre les talibans, c'est beaucoup plus important que de remporter la prochaine embuscade. Emmanuel Todd, je ne sais pas... Ce volet politique n'existe pas, justement. Ça devrait être, comme dit Alexandre Adler, mais ce volet politique n'existe pas. D'accord. Emmanuel Todd, vous êtes politologue, démographe, etc. Vous avez écrit Le Rendez-vous des civilisations, c'est votre dernier livre. Ouais, avec Joseph Courbache. Avec Joseph Courbache. Pour vous, alors ? Je crois moi, je suis d'accord avec Hubert Védrine, il faut être simple. C'est une guerre. Point barre. Je veux dire, des soldats français sont tués, des populations civiles sont massacrées. Ce qu'on peut préciser, c'est que ça n'est pas une guerre. Je ne pense pas du tout que ça soit une guerre contre le terrorisme. C'est une guerre, on ne sait plus contre quoi, puisque c'est une guerre perdue. Et ce n'est pas une guerre qu'on fait dans l'intérêt national. C'est une guerre, je dirais, c'est une guerre qu'on fait comme supplétif de l'Amérique, mais pas dans notre intérêt. C'est quand même assez spécial comme type de guerre. Dites un mot là-dessus. Pourquoi supplétif ? C'est-à-dire qu'on nous envoie, nous, faire le boulot C'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, tout le monde sait que cette guerre est perdue. D'ailleurs, on avait eu l'occasion d'en parler dans cette même émission. Ici même, à Riposte, la saison dernière. J'avais dit qu'on allait perdre cette guerre, qu'il y aurait des morts, et que ça donnerait ça. Et donc, on est actuellement, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsqu'on a perdu 10 soldats, on est mort, enfin, les soldats français sont morts à la place de soldats américains qui avaient lâché ce terrain. Donc on est un peu des pigeons dans cette histoire. Tout le monde sait que cette guerre est perdue et les troupes françaises ont été engagées au moment où on savait que c'était perdu. Emmanuel Todd, je me retourne vers nos invités. Est-ce que tout le monde autour de cette table pense que c'est perdu ? Ça y est, c'est définitivement perdu. Pas du tout, nous dit. Pas du tout. Rien n'est perdu. Mais bien évidemment, cette guerre ne fait que commencer. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on perd des hommes qu'une guerre est perdue, malheureusement. Non, mais c'est parce qu'on perd des hommes aussi qu'on se rend compte qu'on est en guerre. Ah oui, ça, en 7 ans. Elle est militairement perdue. Elle est militairement perdue. Pourquoi ? Mais non, si, je vous assure. Je vais vous expliquer, c'est assez simple. Même moi, j'ai compris. Donc, c'est vous dire. Alors, allons-y. Voilà. J'ai pas fait mon service. Oui, très bien. Donc, on déploie des soldats sur un terrain. Quand on déploie des soldats, l'intérêt est de tenir ce terrain par un gouvernement civil qui tient sur ses pattes. C'est-à-dire, on met, je ne parle même pas d'une école où ce serait l'idéal, mais un commissariat de police, un gouvernorat, quelque chose. Là, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a simplement quelques vues civiles dans des très grandes villes, et tout le reste est un pays laissé à l'abandon, sans aucun gouvernement civil. Donc déployer les soldats ne sert à rien. On envoie des types au casse-pipe, sans pour autant tenir le terrain. On fait plus rien, Hubert Védrine, qu'est-ce qu'on fait ? Si on en croit la thèse de Florence Aubenas, le sentiment aussi. Perdu ou pas, ça dépend de l'objectif. Alors, oublions l'expression guerre contre le terrorisme en général, qui ne veut rien dire, qui est l'expression américaine qui a tout brouillé. Quel est l'objectif ? Si l'objectif, c'est de maintenir la pression aussi longtemps qu'il le faudra pour empêcher qu'Al-Qaïda se reconstitue, ça peut ne pas être perdu. Mais ça suppose un engagement extrêmement long pour les harceler.
C'est nous qui les harcelons, c'est pas l'inverse. Si l'objectif, c'est, comme on le dit, de reconstruire l'Afghanistan, ça ne veut rien dire. D'abord, ça n'existait pas avant. Et on est complètement incapable de construire l'Afghanistan de très loin, on n'y connaît rien, on mélange tout. Si l'objectif, c'est de changer l'économie, alors que 40% de l'économie du pays fonctionne sur la drogue, on en est complètement incapable. 40%. Donc, si c'est ça, c'est ce que disent à la louche des spécialistes internationaux. Si c'est ça l'objectif, il n'est pas atteignable. Alors, quel est l'objectif, alors ? Eh bien, attendez, je termine. Terminé. C'est très court. Il faut un volet politique. C'est les talibans qui avaient arrêté la drogue. Bon, depuis, ça a recommencé. Enfin, ils avaient essayé d'arrêter. Donc, il faut un volet politique. Et s'il n'y a pas un volet politique permettant notamment de faire ce que recommandent les Britanniques, c'est-à-dire d'avoir une dimension permettant de récupérer les talibans nationalistes, non Al-Qaïda, etc., on va faire de la politique. Les talibans modérés, comme on dit, j'adore cette expression. Modérés, ça ne veut rien dire. Oui, mais c'est ça, il y en a qui sont plus nationalistes qu'autres. Enfin, s'il n'y a pas de volet politique, en effet, les autres objectifs ne seront pas atteints. Donc on fera comment on fait ça, François Baroin, comment on fait ça ? Il faut quand même rappeler qu'on intervient là-bas dans le cadre d'une action internationale au lendemain du drame du 11 septembre. Je veux dire, il y a un avant et un après 11 septembre. C'est le premier élément. Deuxième élément, pratiquement d'accord pour y aller. Consensus national. J'étais dans le gouvernement qui l'a décidé. Chirac-Jospin. Oui, c'est vrai. Au début, la ligne du Bervédrine. Guerre contre le terrorisme, ce n'est pas un terme américain, c'est un constat d'évidence dans lequel nous sommes engagés, nous, États démocratiques, depuis maintenant de nombreuses années. Et pour avoir suivi un certain nombre de ces dossiers, je veux dire, cette guerre contre le terrorisme, ce n'est pas un alignement sur Washington, c'est une réalité de terrain. On a modifié nos agences de renseignement, on regroupe nos systèmes d'information et on est là-bas pour lutter, pour aider dans le cadre d'une action internationale. C'est le terrorisme qui veut rien dire, c'est une technique. Oui. On est en guerre contre la reconstruction d'Al-Qaïda, éventuellement. Bon, alors la question, est-ce qu'elle est perdue ? Je ne le crois pas. Je crois que beaucoup va dépendre en fait des résultats des élections américaines. Si, c'est intéressant de regarder ces éléments de débat, Obama est en train de dire quand même quelque chose d'intéressant. On s'en va progressivement. On s'en va progressivement, puisque à l'évidence, au moins sur la tenue du terrain, et puis Florence Aubenas est évidemment mieux placée que beaucoup d'entre nous qui est allé plusieurs fois sur ce terrain dans des cadres difficiles pour dire la difficulté. L'histoire est dans la géographie, et la géographie est dans l'histoire aussi. Ça explique les difficultés de la tenue de ce terrain. Mais pour autant, s'il y a une réduction progressive de l'implication américaine en Irak qui permet de libérer des hommes. Il en manque 30 à 40 000 hommes sur le terrain pour pouvoir tenir un peu mieux ce terrain. Alors elle ne sera pas forcément perdue. Et puis, quand même, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un échec total et absolu. D'abord parce que ce serait désespérant pour nos soldats qui sont sur le terrain et au feu. Et nous n'avons pas le droit de tenir ce discours-là parce que nous sommes aussi dans une bataille d'opinion. Et deuxième élément de réflexion, il y a quand même 6 millions de jeunes qui sont aujourd'hui scolarisés. Il y a plusieurs milliers de kilomètres d'autoroutes, 4 ou 5 000 qui ont été reconstitués. Il y a quand même des hôpitaux qui ont été construits. Il y a des facs qui se sont ouverts. Malgré tout, il y a un petit plus depuis la présence internationale. Et l'objectif... Ça va mieux, vous diriez ça ? En tout cas, c'est pas nul. Ce bilan n'est pas nul. Attendez, il y a eu une demande de réponse. Je n'ai pas la parole depuis le début, là. Mais parfaitement, là, j'ai quelque chose à dire. Vous faites déjà de la compassion, en moi. Non, pas de la compassion. Pas de la compassion, de la justice. Ah, alors là, c'est un mot trop... Je ne peux pas vous laisser comme ça. Alexandre, dites ce que vous avez à dire. Très rapidement. Oui, s'il vous plaît. C'est que j'écoutais François Baroin, j'ai écouté ses prédécesseurs. Ils ont tous les deux raison pour la bonne raison que, exactement comme l'Irak, l'Afghanistan est en train de casser en deux. C'est-à-dire que ce que décrit François Baroin, c'est le nord tadjik, où effectivement il se passe beaucoup de choses positives. Et tout le sud. Alors c'est pour ça que votre expression patent taliban modéré, il faut la transformer, c'est sur les Pashtuns modérés. Mais tout le peuple Pashtun, sauf Karzai, qui est là, qui tient avec des Tadjiks derrière lui, tout le sud du pays est en insurrection complète et a rejeté le pouvoir central. Et il a trouvé un moyen d'autofinancement, le pavot. Mais c'est là, donc, la guerre, c'est de savoir comment on introduit chez les Pashtuns une différenciation. Et ça, c'est une conflictualité politique. Or, juste un mot, dans la province Pashtun du Pakistan, des élections libres se sont tenues et les amis des talibans ont été balayés par un parti autrefois pro-soviétique et de gauche. Donc ça veut dire que les Pashtuns ne sont pas voués à devenir des cannibales cruels et inflexibles. Il faut trouver le moyen, y compris en tolérant la drogue, bien sûr, de déviser ce front-là. Vous écoutez, ça sert à quelque chose d'être là-bas. Emmanuel Todd. Emmanuel Todd. C'est un point technique parce que je suis statisticien et j'entendais François Baroin parler, comme le font beaucoup de politiques en fait,
beaucoup de journalistes on sent la critique évoquer des... Oui, vous sentez d'avance que ça ne va pas être super. Ça s'annonce pas très bien. C'est pas personnel. Rien de personnel. Donc, on a eu droit à des chiffres... Pour être trop loin. Je veux dire, on a eu droit à des chiffres sur la scolarisation. Adler a fait allusion à des élections, etc. Il faut quand même savoir... Des élections pakistanaises, pas afghanes. Des élections, Je dis ça pour nos téléspectateurs. Les zones tribales du Pakistan valent tout à fait. Pour le sujet dont je vais parler, si tu me laisses parler, ça tombe dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas balancer des statistiques ou même des résultats électoraux sur ces pays, car aucun appareil administratif de calcul de ces statistiques, de recueil de ces statistiques n'existe. Il faut que les gens savent que chaque fois qu'on dit que tant % de tel truc existe, je veux dire, en Afghanistan... Alors ça, vous en conclusion. Donc en fait, je veux dire, il y a dans tous ces cas une utilisation complètement libre, idéologique de chiffres qu'on ne peut pas calculer. Personne n'est capable de dire quel est l'indicateur de fécondité de l'Afghanistan. Vous pensez quoi ? Moi, je ne pense rien. Je dis que ces chiffres... Non, mais c'est important. C'est important. On était parti de guerre perdue par la guerre perdue. Je veux dire, la seule chose qu'on sait vraiment sur l'Afghanistan, c'est ce que vient de dire Florence Aubenas, c'est dire que plus rien n'est contrôlé. Mais une fois qu'on a dit que plus rien n'est contrôlé, il faut admettre qu'on ne sait rien. Mais ça veut dire quoi ? Définition, ça veut dire quoi ? Qu'il faut partir ? Non, mais attendez, pardon. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut partir, Florence ? En Afghanistan, il y a des Afghans. Parfois, on l'oublie. Et ces Afghans, quand on parle avec eux, etc., la plupart vivent les troupes internationales de la coalition comme une des troupes d'occupation. Alors ça, il faut le savoir. Français compris. Français compris. Tout le monde, ils ne font pas le détail entre Français et Américains, etc. C'est vu comme américain, mais les Américains ont bon dos. Donc ces 40 pays sont tous vus comme l'Amérique, ou en tout cas des supplétifs, comme vous disiez, de Bush. Et donc tous, alors on dit c'est pour aider les Afghans, etc. Mais la majorité des Afghans avec lesquels on parle, alors j'ai pas fait de sondage en effet, mais la Vox Populi en tout cas dit, voilà, c'est des gens comme les Soviétiques à l'époque. Voilà, alors on vous dit ça. Pas de différence. On vous dit, si, alors il y a une bonne blague à Kaboul qui circule, on vous dit quelle est la différence entre un soldat soviétique et un soldat américain ? Le salaire, voilà. Et donc, je ris comme un Afghan. Oui, voilà, vous l'avez très bien fait. Oui. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire que nous, on n'est pas les bienvenus. Et les soldats français qui sont tombés dans cette embuscade l'ont été aussi parce que le village s'est retourné. Le village où ils allaient boire le thé et qui leur faisait mille sourires. Bien sûr, les hommes du village ont fait partie de cette embuscade. C'est-à-dire que vous le savez, ça de source sûre ? Oui, bien sûr. Mais vous savez, 150 hommes, ils ne surgissent pas non plus... de n'importe où. Enfin, je veux dire, la plupart des soldats, il y a plusieurs témoignages qui sont sortis et que j'ai moi-même recueillis. Ils ont tapé aux portes du village, les portes étaient fermées, personne n'a dit... Ça ressemble singulièrement à la guerre d'Algérie, ça. Alors moi, je me garde de ce genre de parallèle, mais eux le disent tous. Eux le disent tous. Mais c'est la bonne comparaison, parce que visiblement, ce qui évoque terriblement un état de guerre, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'asymétrie de l'information, l'incapacité à penser l'autre, l'adversaire, comme... à un certain niveau, un autre nous-mêmes. Donc, par exemple, on ne va pas dire les résistants, on va dire les terroristes. Et c'est vraiment... Mais alors, on n'a pas le droit de perdre cette guerre. Non, on n'a pas les moyens de la perdre. Donc il faut s'en donner les moyens. Pourquoi on n'a pas le droit ? Parce que c'est quand même le cœur, le point de départ et le point d'arrivée de toute la mobilisation terroriste internationale, qui s'appuie sur le financement du trafic de la drogue. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement la question du départ ou du retrait ne se pose pas, et certainement pas maintenant, et certainement pas au lendemain de la mort de nos soldats. Quoi qu'en dise Obama. Vous voyez, c'est bien ça sûr. Qui est terrible. Et qu'il faut créer les conditions de ce développement. Très actif en Afghanistan. Mais Obama n'a jamais dit ça. On ne pose pas les questions. Obama n'a mis en cause que l'Irak, jamais l'Afghanistan, au contraire. Au contraire, il dit... Non mais oui, quand même, c'est un point. On s'implique, on y va. On n'est pas la France. Attendez, c'est ce que dit Barouin. Autant la France a eu raison de ne pas s'aligner sur Washington, notamment avec Jacques Chirac et un certain nombre de hauts responsables politiques sur la question irakienne, autant sur la gestion de l'Afghanistan, nous devons quand même réfléchir ensemble sur les enjeux, faire partager l'opinion. Vous dites qu'il y a une bataille d'opinion en Afghanistan, c'est légitime. Ils nous prennent pour justement des forces d'occupation. Oui. Eh bien, nous devons, mobiliser aussi nos opinions sur les raisons essentielles et fondamentales pour lesquelles nous sommes là-bas. Mais François Barouin, jusqu'à quand on va rester là-bas jusqu'à quand ? Ad vitam aeternam ? Non, l'objectif c'est de... Jusqu'à combien de morts, disons alors ? Non, c'est pas comme ça. Attendez, Non. Vous savez, c'est la lâcheté, je m'excuse de le dire, mais dans ces situations de guerre perdue et de guerre coloniale perdue, là, je ne pense pas que François Barouin, qui se pense comme un jeune politique, s'en rende compte, mais il est dans la tradition de ces politiques confrontés à des guerres coloniales perdues
qui vont traîner, qui ne vont pas oser dire la vérité, qui vont nous faire perdre 5 ans, aboutir à des centaines, des milliers de morts, selon le côté auquel on est. Je veux dire, il y a quelque chose de tragique. On sent très bien l'histoire. Les Américains Florence, les Américains vous disent rajoutez 10 000 soldats et là ça va aller. C'était un peu votre raisonnement. Or c'est faux. Avec 150 000 soldats sur le terrain, les Russes sont partis des faits. Voilà. Donc là, il y en a 70 000. Pourquoi 70 000, à votre avis ? Parce que c'est le nombre de soldats que chaque pays de la coalition peut mettre au jour J. Ce n'est pas un calcul. C'est bien, Védrine. Je peux entendre une opinion. Si nous partons, que se passe-t-il ? Eux pensent qu'il faut partir, les deux, là, si j'ai bien compris. Militairement, oui. La guerre est perdue. Non, le tabou, la chose. Elle a été faite pendant toutes les années 90. Pendant toutes les années 90, on a laissé faire. Les talibans ont pris le pouvoir, ils ont détruit les bouddhas, ils ont fait tomber les burqas sur les femmes. On sait, ça a déjà eu lieu. Et donc, on revient à la case départ. On aura les talibans à Kaboul et les tadjiks dans les montagnes qu'on aidera. En pire, parce que la culture du pardon s'est développée. Est-ce que c'est vraiment là-bas que ça se joue, tout ça, le terrorisme ? Le terrorisme, en fait, l'Afghanistan est le vestibule du Pakistan. Et le Pakistan est le pays aujourd'hui le plus dangereux de la Terre. Et Obama, non seulement n'a pas prôné le pacifisme vis-à-vis de cette région-là, mais il a dit qu'elle était beaucoup plus importante que l'Irak. La lutte contre le terrorisme, c'est une chose sérieuse. Ça se résout par des moyens policiers, de renseignement classiques. L'Afghanistan, il n'est pas vrai que l'Afghanistan, qui est en guerre, qui a ses propres problèmes, en fait, est le cœur de l'activité terroriste. Donc, en fait, il faut accepter de voir l'Afghanistan pour ce qu'il est actuellement, une zone relativement secondaire, incontrôlable, avec ce groupe idéologique qui ne nous plaît pas, qui correspond à d'autres traditions, les talibans, mais qui sont quand même en train de gagner une guerre. Il faut effectivement les traiter comme des êtres humains différenciés. Il faut accepter de négocier, simplement. Il faut accepter. Comment vous vous situez là ? Autant c'est pas possible de dire, parce qu'il y a malheureusement des morts dans des opérations de guerre, ce qui est horriblement triste, mais qui n'est pas une surprise. On ne peut pas dire brusquement « ça ne marche pas, on s'en va ». C'est indéfendable, ça. Indéfendable, il y a une répercussion sur le crédit de tout ce que ferait ce pays, terrible. Là. En revanche, dire on continue en refusant la discussion, c'est indéfendable aussi. Parce que si on continue tel que c'est organisé, tel que ça fonctionne, et vous l'avez très bien raconté, tous les jours on solidarise plus de paysans afghans avec les terroristes, au lieu de faire l'inverse. Les terroristes, il faut les isoler, en fait. Il faut les isoler, et on revient au volet politique, qui n'existe pas, qui est incompatible avec la vision américaine de la question afghane, iranienne, irakienne, Proche-Orient, etc. Pourquoi il faut se débarrasser de la conception, parce que cette administration américaine a une vision idéologique depuis le début, manichéenne, qui est en train d'échouer en grand dans toute cette région du monde et qui aboutit à de mauvais résultats par ailleurs sur la Russie, c'est autre chose. Et donc il faut se libérer de ça, il faut redéfinir une vision politique qui a été proposée, y compris par des Américains d'ailleurs. Je citais ce que proposent les Britanniques. Et on l'a dit dans le débat. Il y a non pas des talibans modérés, c'est ridicule comme expression, personne ne l'employait. Il y a des Pashtuns, les Pathans, les Pashtuns. Et là, il y a un nationalisme qui peut être utilisé dans un dialogue politique, qui ne consiste pas à capituler devant leurs demandes, mais dialoguer, discuter. Comme on l'a fait à peu près tout le temps. Ça veut dire qu'il faut changer de méthode, vous dites quoi. Mais ça veut dire quoi, changer de méthode quand des types vous tirent dessus, qu'est-ce qu'on fait pour changer de méthode ? Je regrette que la France ait accepté de renforcer sa participation sans poser ces questions-là. Je ne dis pas des conditions brutales, il fallait les faire d'ailleurs. Je vous donne des soldats, si. À condition qu'on rediscute, qu'on réorganise, qu'on voit quel est l'objectif politique, économique, militaire, etc. Ça n'a pas été fait, ça peut encore être fait, de toute façon. Ce que dit Hubert, c'est un point important, qui par extension d'ailleurs nous amènera à la question de l'intégration de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Il fallait un calendrier et probablement une méthode. Malheureusement, et compte tenu de la situation sur le terrain, la décision a été prise. Cela étant, le débat, on va l'avoir dans quelques jours au Parlement, et on aura un vote. Et je crois que dans ces questions, surtout à la lumière du décès de nos soldats, nous devons aussi mobiliser le Parlement, tous les acteurs, pour faire comprendre les enjeux. Et je ne dis pas du tout qu'on n'est pas dans le manichéisme, c'est pas on se retire ou on continue et on en envoie 10 000, 20 000 ou 30 000. Je dis simplement que nous devons créer les conditions pour gagner cette guerre. C'est pour ça que quand Todd me cherche un peu sur le thème, les politiques, etc., gauche comme droite, ils disent tous la même chose, et moi j'ai mes statistiques et je vois bien que le taux de natalité, de toute façon, on n'y comprend rien. Non, moi j'ai pas de statistiques, donc vous n'en avez pas non plus. J'en ai encore moins que vous, c'est certain. Mais enfin, en revanche, j'ai pas le même discours que vous, tout en vous respectant. En plus, moi j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Mais sur cette affaire-là, vous ne... Mais non, oui, du diable, si vous voulez, compte tenu ce que vous avez dit avant. C'est pas possible de tenir ce discours de on
s'en lave les mains et finalement en Afghanistan il ne se passe rien. Ça n'est pas vrai. Il y a quand même une instabilité. Comment on redéfinit la suite pour que ça marche? Oui, c'est ça. On vous a entendu parler, on parle d'une méthode là. Réponse politique. L'administration américaine, Bush, a une responsabilité majeure. Ces déclinaisons dans la gestion des commandements militaires intégrés sur les terrains d'action nous amènent naturellement à peser. Et c'est là où je rejoins complètement Hubert Védrine. C'est que nous devons discuter avant, lorsqu'il y aura l'intégration complète de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, sur les modalités. Mais je me permets de le dire pour libérer votre parole. Exquis. Mais alors, dites-moi, est-ce que nous avons les moyens, selon vous, est-ce que nous avons les moyens militaires de la mener, cette guerre? Mais non, elle n'est pas militairement gagnable. Mais surtout, on aurait les moyens civils de la gagner. Et c'est là où je suis toujours étonné des chiffres qu'on donne. On parlait des chiffres. On dit qu'il y a 6 millions d'enfants afghans aujourd'hui scolarisés et il y en avait 600 000. Qu'est-ce que ça veut dire, 6 millions d'enfants scolarisés? Prenons le plus grand lycée de Kaboul, le lycée le plus prestigieux de Kaboul. Être scolarisé dans le plus grand lycée d'Afghanistan, exactement. Ça veut dire avoir au maximum 2 heures de cours par jour. Donc les Afghans, quand on leur dit, voilà, on a amené la scolarisation, c'est formidable, vous allez en profiter, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils voient bien que c'est un théâtre d'ombre. Donc il faut se donner les moyens et ne pas faire une politique du chiffre, c'est-à-dire donner une réelle vie civile. C'est ça qu'il faut faire, et pas simplement balancer des chiffres. Vous avez parlé aussi avec nos militaires, les militaires français là-bas. Avec les militaires français, bien sûr. Bien sûr, que vous avez parlé avec eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux étaient très enthousiastes à l'idée de partir. Je n'en ai pas vu, mais très sincèrement sur le terrain, j'en ai pas vu un, en tout cas ils m'en ont pas fait la confidence, qui voulait rentrer, y compris après l'opération. Et en partant, ils étaient tous très dans un projet. Alors peu parlent de la lutte contre le terrorisme, bizarrement, peu l'évoquent. Ah oui. Beaucoup parlent d'une aventure individuelle, d'un engagement individuel, un peu quelque chose comme... vous savez, il y a une publicité dans le métro qui est actuellement, là je l'ai vue en arrivant ici, où il y a « Nous vous donnons les moyens d'aller au bout de vous-même ». C'est une publicité pour s'engager dans l'armée qu'il y a là, que vous voyez par grande affiche. Et c'est un peu ça que recherche ce genre de jeunes gens. Il n'y a pas le goût d'une mission sacrée. Il n'y a pas le goût c'est pas ce qu'ils mettent en avant. Ils ne se sentent pas dans une guerre sacrée. C'est pas ce qu'ils m'ont dit, en tout cas. C'est une armée professionnelle. On s'engage dans l'armée aujourd'hui comme dans les brigades internationales en Espagne, il ne faut pas rigoler. On s'engage pour être un militaire, pour effectivement faire du parachutisme, ou apprendre à se servir d'armes perfectionnées dans un projet de vie, évidemment, individuel. C'est vrai de toutes les armées professionnelles et c'est inévitable. Maintenant, on n'est pas obligé de jouer avec eux comme s'ils étaient des pions. C'est clair, ça, c'est certain. C'est clair. C'est parce que je voudrais simplement revenir. Comment va-t-on gagner la guerre? C'est simple. L'autre guerre, si j'ai bien compris. C'est simple. D'une part, l'armée pakistanaise aujourd'hui se tire dessus par personne interposée. Nous avons des officiers des services de renseignement pakistanais qui ont énormément structuré et musclé ces talibans comme l'autre fois. Nous avons aussi des militaires pakistanais qui pensent autrement. La province du Nord-Ouest n'est pas une zone tribale. Elle a voté librement. C'est-à-dire que des Pashtuns sont tout à fait capables d'exprimer des idéologies autres que celle talibane. Et ce que tout le monde a dit, je partage ce sentiment, il faut faire apparaître cela, ce qui ne correspond pas à une simple affaire de maintien de l'ordre. Mais vous savez, ça peut durer très longtemps. Les Anglais appelaient cette région, la frontière là, de l'Afghanistan, The Grim. C'était les soldats anglais qui appelaient ça, c'est des soldats professionnels. Ils sont restés là 80 ans, avec des phases aiguës de guerre. C'est voilà qui est rassurant. Vous pensez qu'on peut rester là, nous aussi, à peu près? Le nombre de pertes n'était pas important. Churchill a eu sa première décoration là-bas. Voilà qui exalte notre imaginaire, mais enfin, en tout cas... Non, mais je veux dire par là, il faudra aider un gouvernement afghan pendant très longtemps. Je pense quand même, puisque selon le discours de nos politiques, il s'agit de défendre la démocratie, je pense qu'on peut quand même rappeler l'opinion du peuple français sur cette guerre. Il est opposé. Je veux dire, tous les sondages d'opinion montrent que les Français sont très majoritairement opposés à la participation de la France à la guerre d'Afghanistan. Donc quand on envoie des troupes en Afghanistan contre la volonté de la population, on ne peut pas se dire un grand démocrate. Dites-moi, dernière question sur l'Afghanistan. Je voudrais savoir juste quelque chose. Hubert Védrine, par exemple. Tiens, oui. Non, vous savez la question que je vais vous poser? Non. J'attends. Oui. Et comment vous avez réagi aux photos de Paris Match lorsqu'on voit les talibans exhibés comme des trophées? Ils sont leurs uniformes français, etc. Comment vous réagissez? C'est une guerre de communication. Oui, c'est la société médiatique dans laquelle on vit. On ne va pas la découvrir tous les matins. Hein. Oui, mais c'est bien. Ça? Non, c'est pas bien, mais c'est pas bien, mais on vit dedans. C'est une photo posée, oui. C'est ça qui est infâme. C'est une photo posée. Oui, ce serait encore une photo prise sur le vif, comme Robert Capa, encore une fois, le faisait en Espagne, ça peut se discuter. Qu'est-ce qui est plus infâme? Mais une photo posée, c'est une infamie. C'est ça. On vit dedans. Attendez, je voudrais dire un mot. Je vais même dire un mot un peu fort. C'est une deuxième mort de nos soldats. Oui, non. Je le pense.
Je peux redire un mot avant oui, après on passe Je pense qu'il y a une occasion qui se présente avec l'élection américaine, je ne sais pas qui va gagner, mais on ne peut pas rater cette occasion, la laisser passer sans redéfinir quels sont les objectifs de la présence militaire, de la guerre, de tout quels sont les objectifs militaires, politiques, etc. Il faut saisir l'occasion, il faut que les pays participants, avec les États-Unis, aient une vraie discussion qui n'a pas eu lieu. Il y a eu la décision Chirac-Jospin de l'origine, après ça a glissé sans que ce soit contrôlé. Maintenant, on ne sait plus, en fait, quels sont les objectifs. Donc aussi bien sur l'Afghanistan que sur le Pakistan, où il y a quelques pays qui ont une compétence, comme la Grande-Bretagne, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Quels sont nos intérêts? On est dans une confusion trop grande pour pouvoir dire on continue. Il faut une clarification et on a un moment à saisir dans ce sens. D'autres pays ont ce débat. Hein. Le Canada, ils en discutent régulièrement. D'ailleurs, c'est lamentable qu'il n'y ait que les Occidentaux en première ligne en Afghanistan. Si vraiment c'est important d'empêcher Al-Qaïda de se reconstituer... L'Inde est trop souvent là, actuellement. L'Inde provoque les Pakistanais. J'aimerais maintenant, si vous voulez... Ça fait partie de la clarification, ça. J'aimerais maintenant, si vous voulez bien, que nous passions au spectre menaçant de la guerre froide, qui est agité ces derniers temps. On le croyait enterré, ce spectre, sous les décombres du mur de Berlin. Et voilà qu'il semble ressurgir avec toujours la Russie dans le rôle du méchant, tenu auparavant par l'Union soviétique. Donc ça continue, on prend les mêmes, on recommence. La vie serait-elle donc un éternel et cruel recommencement? C'est une question. Moi, j'ai découvert cet été, par exemple, mais je ne dois pas être le seul, l'existence, en Géorgie, de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très cultivé, mais quand même. On suppose par déduction qu'il existerait aussi une Ossétie du Nord, une Ossétie du Sud, etc. Que s'est-il passé exactement de ce côté-là du monde? Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Un pauvre homme plongé dans les ténèbres. Qui veut commencer? Alors, est-ce qu'on prend les mêmes, on recommence? Ça va péter, guerre froide, etc. François Baroin. Alors, de ce point de vue, et je le dis parce qu'il est à côté de moi, Hubert Védrine a signé un papier, alors pour le coup très très intéressant, dans le même journal où les photographies ont été publiées, qui était infâme, et je partage complètement cette ligne. Il l'expliquera, mais on s'est un peu laissé entraîner par le président géorgien, qui quand même a eu une action un peu rapide, avec toute l'historique derrière, qui consiste à dire que l'administration américaine a voulu développer sa puissance par rapport à une Russie qui, de leur point de vue, n'en était plus une. Et on a oublié que la Russie était vraiment une puissance. La réaction du président français et du président de l'Union européenne, confondus dans cet instant, a été utile, rapide et relativement efficace. Il faut tout faire pour éviter la guerre froide. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de guerre froide, puisqu'il n'y a plus de front idéologique de ce point de vue. Il devra y avoir des sources de tension. Et je trouve que la séquence telle qu'elle se présente aujourd'hui est une séquence qui permettra à l'Union européenne de redéfinir des rapports intéressants, mais nous avons besoin de la Russie. Mais derrière... On ne peut pas se fâcher avec la Russie. Non, on ne peut pas se fâcher avec la Russie. Mais derrière, la vraie question... Je crois que c'est ça aussi, par extension, qui pourra nourrir des débats à l'avenir. C'est quand même cette fameuse question du pétrole. Tout ce qui est derrière tout cela, c'est les matières premières, c'est le développement de cette croissance internationale, c'est l'utilisation du pétrole, et c'est la folie du baril, avec toutes les déclinaisons géographiques, politiques, historiques et parfois militaires. On ne peut rien faire, Hubert Védrine. Alors pour moi, c'est pas la guerre froide, ça n'a rien à voir, parce que c'était deux systèmes complètement antagonistes. Avant, c'était les communistes contre nous. Enfin, contre nous, je ne sais pas comment on peut dire ça. Enfin, il y avait deux systèmes. Face à nous. Il y a deux systèmes. Deux systèmes. Là, c'est différent. C'est des puissances qui émergent ou qui réémergent. Il n'y a pas que la Russie, il y a la Chine, plein. Et qui veulent avoir la place la plus grande possible dans le système. Ce n'est pas les années 30, comparaison grotesque. Ça ressemble plus à certains éléments du 19e ou d'autres. Bon. Deuxièmement, on a cru en effet que la Russie avait disparu. On s'en fichait après la fin de l'Union soviétique. Et il y a une ça veut dire quoi? Que les empires ont la dent dure, dent longue, peau dure, ça continue? C'est quoi? Les nations, les peuples. Il y a des problèmes réels, voilà. Comme ils s'imposent quelqu'un d'aussi raisonnable que Gorbatchev nous a quand même dit toutes ces dernières années, faites attention, à force de mettre la Russie devant le fait accompli, élargissement de l'OTAN, fin du traité ABM, bouclier antimissile, indépendance du Kosovo, etc. Les Russes sont archi contre, à chaque fois on dit on s'en fiche. Enfin, l'administration Bush dit on s'en fiche et les autres suivent en fait. Même et les Russes préviennent. Et les Russes préviennent le disent. Et donc Gorbatchev a dit souvent faites attention, ça va finir par provoquer des réactions. On a la réaction brutale et disproportionnée russe qui a piégé le président géorgien et qui est parti comme un taureau excité par les Russes. Il est tombé dans le piège à pieds joints. Encouragé par cela par une fraction de l'administration américaine, celle qui est encore télécommandée par le vice-président Cheney. Et ça aboutit à une impasse complète, parce que de toute façon, au bout du compte, on a besoin de la Russie et qui a besoin de nous. Donc je ne dis pas qu'il faut s'aplatir devant eux. Mais il faut reconstruire un rapport de force intelligent
qui se traduira un jour ou l'autre par une négociation stratégique. On négociait plus avec l'URSS quand c'était l'URSS pendant la guerre froide qu'on l'a fait ces dernières années. Alors si ça sert à rien de se fâcher, ça redébouchera là-dessus. Si, on peut se fâcher. On peut se fâcher en cours de route. On peut se fâcher, mais pour l'instant, il ne faut pas se fâcher parce que... Je crois qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire, dans toute cette histoire, il faut ne pas simplement s'inquiéter, mais essayer de voir une sorte de dimension positive, implicite, qui n'est pas claire. C'est-à-dire, après l'effondrement de l'Union soviétique, la chute du communisme était une excellente chose, mais ce n'est pas qu'on a été un peu injuste avec la Russie. Je veux dire, on a été, je ne sais pas si c'est les Occidentaux ou les Américains, absolument dégueulasses. C'est-à-dire que les Russes ont fichu en l'air leur propre communisme, ils se sont retirés paisiblement, je dirais, de leurs possessions extérieures, ils ont essayé de mettre sur pied une démocratie qui est réelle, même si elle est imparfaite, et à chaque pas, les États-Unis et l'OTAN ont essayé de pousser leur avantage, et il est très clair que depuis 1996-1997, date à laquelle on a eu le sentiment que la Russie pouvait imploser. Je veux dire, on était même plus sûr qu'elle allait garder une monnaie stable. Je veux dire, les Américains mènent une politique de provocation vis-à-vis de la Russie. D'ailleurs, tout se passe autour de la Russie. L'Afghanistan, c'est quand même l'Asie centrale. La Pologne, les systèmes antimissiles. Et pendant toute une phase, les Russes étaient simplement tout à fait incapables de réagir. Et le retrait de l'Union soviétique, le retrait de la Russie, a produit dans le monde, à l'échelle du monde, une phase de déséquilibre militaire et idéologique. C'est-à-dire la vague sans frein de néolibéralisme qui nous opprime, qui fait monter les inégalités, c'est aussi la chute de l'Union soviétique. Le démarrage de toutes ces guerres menées par les États-Unis en Irak, en Afghanistan. Donc ce que je veux dire, je voudrais terminer là-dessus, c'est très important. Ce qui est arrivé aux Géorgiens et aux Ossètes est terrible. La guerre, ça n'est jamais agréable, mais je pense que nous devons avoir le courage et la lucidité de considérer que la réémergence d'une Russie pas menaçante, sa démographie est trop faible, mais forte, capable d'équilibrer, capable de menacer, de réarmer les peuples qui peuvent être agressés par les États-Unis, je veux dire, c'est une chance pour la planète. Il faut avoir dire, c'est pas la menace de la guerre froide, c'est la menace d'un monde équilibré, et ça n'est pas une menace, c'est une très bonne nouvelle. Alexandre Adler, très bonne nouvelle. Non, c'est drôle comme je pense à l'opposé d'Emmanuel Todd, même comme nous sommes d'accord. D'abord, 2004, effectivement, la révolution orange en Ukraine, suivie par une petite révolution des roses en Géorgie, a été utilisée par les Américains de la manière la plus folle et la plus irresponsable qui soit. Ils ont été stupides, ils ont mal joué, l'OTAN, c'est ça. Le cordon sanitaire contre la Russie, même la frontière. Ils ont applaudi bruyamment. La frontière de 1942. L'OTAN va s'arrêter là où la Wehrmacht s'est arrêtée. Et quoi encore ? Bon, ceci avec une suite permanente d'injures et de provocations à la Russie. Je vais rappeler simplement un fait. Poutine, en 2001, au 11 septembre, a fait retentir les sirènes qui évoquent la Deuxième Guerre mondiale dans Moscou par solidarité avec Manhattan bombardé. Donc les Russes n'étaient pas au départ les adversaires cherchant une nouvelle guerre froide. Ce sont des gens qu'on a humiliés systématiquement. C'est un grand peuple humilié qui ne cherche pas, comme le nazisme, disons, dans les années 30, l'expansion dans toutes les directions. Il veut simplement qu'on le prenne un minimum au sérieux. Et vous avez bien entendu dans ce pays des excités de premier ordre, des militaires scrogneux, des pétroliers comme Sechin qui sont de véritables fascistes. Donc la Russie ne veut pas recomposer un empire. Mais ni Poutine, ni Medvedev ne veulent reconstruire un empire. Il suffit de voir le discours que tient Medvedev depuis son avènement, c'est celui d'une coopération européenne renforcée. En même temps, cette situation rend impossible, surtout à un régime civil en Russie, de renoncer. Alors, là où je me différencie d'Emmanuel Todd, oui, parce que pour le moment, c'est pas très clair. Nous sommes totalement d'accord jusqu'ici. Et alors, nous arrivons au carrefour. C'est que la vraie guerre, elle se mène en Afghanistan, elle se mène au Pakistan, elle se mène contre le terrorisme et elle se mène contre la prolifération nucléaire iranienne. Et pour tout cela, les Russes étaient capables de nous accompagner. Moi, je ne souhaite pas que les Russes redonnent un coup de billet, qu'ils aident Ahmadinejad, Chavez, que sais-je encore. Au contraire, je pense que leur place comme nation démocratique naissante est à nos côtés. Bien sûr, il faut éviter toutes les sanctions possibles. Je ne vois toujours pas le désaccord. Mais parce que moi, je n'aime pas les gens avec lesquels vous voulez accoquiner les Russes. Au contraire. Donc la communauté internationale, elle ne sert strictement à rien. Il faut regarder ce qu'ils font. Non, surtout pas plaindre les pauvres Géorgiens ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'elle a servi quand on a assisté... Ça ne veut rien dire. Il n'y en a pas encore. Comment il n'y en a pas encore ? Il n'y a pas de communauté internationale. Il y a un monde, mais il n'y a pas de communauté au sens chaleureux du terme. Mais donc, il faut surtout regarder et se taire, c'est ça ? Non, pas se taire, au contraire. Il faut parler aux Russes. Et il faut leur dire, effectivement, beaucoup d'erreurs ont été commises, vous en commettez maintenant. Essayons de nous asseoir sur une table et de voir non pas seulement le règlement
petit canton par petit canton. C'est Tsinkvali, la capitale de l'Ossétie du Sud. Merci, merci parce que j'étais comme ça sur mon truc de... Mais je sais, je vous soulage. C'est comme moi quand je cherche un mot. Mais par contre, il faut aussi leur parler du moyen terme et leur dire, voilà, il y a la Russie, il y a l'Europe, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Est-ce qu'on est là pour se regarder en chien de faïence ou est-ce que nous devons, aux générations qui viennent, de constituer une communauté européenne et russe qui pèse réellement dans les affaires internationales ? Et russes, ils sont effectivement, Emmanuel Todd le rappelait, ils ne sont pas une grande puissance démographique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont une grande puissance en rien, mais nous aussi. Et peut-être qu'en s'entendant avec les Russes, et bien entendu en les modérant, ça fait partie de l'entente, nous pouvons exister dans ce monde. C'est cela qu'il faut faire. Et c'est le discours occidentaliste. Pour dire que je ne suis pas en désaccord avec Alexandre. Mais c'était très clair et très intéressant. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'une des grandes menaces qui se décide, c'est que le monde dit occidental ne va pas bien. On est en crise, il y a une montée des inégalités, il y a une sorte de fébrilité. Et on sent que l'une des menaces, c'est une sorte de crispation sur une idéologie occidentaliste, une sorte de crispation. C'est vrai que la globalisation, la mondialisation actuellement, c'est la sortie de la domination occidentale. Et la Russie, dans ce jeu, a une position très claire. C'est-à-dire que si on se replie sur l'axe atlantique, cette espèce d'Occident étroit, en rejetant la Russie à l'extérieur, les Russes sont des gens normaux, de grands joueurs d'échecs, ils vont se défendre et ils vont organiser, je veux dire, une coalition adverse. Ce qu'il ne faut pas faire. Hubert Védrine, la troisième voie encore, j'imagine. Non, moi je suis absolument d'accord sur un point qui est historiquement énorme. C'est la fin du monopole occidental sur l'histoire du monde que nous vivons et on n'est pas préparé à ça. C'est à la fois insupportable pour beaucoup de gens. Oui, ça fait depuis le XVIe siècle, 4 siècles européens, un siècle américain, on n'est pas préparé à ça, ça fait peur aux gens. Il peut y avoir une réaction hystérique, surmilitarisée qui était Bush au début, une réaction ingénue, terrorisée qui ne comprend rien, qui est la réaction européenne d'habitude. Il faut se préparer à ça. Et ça concerne... On ne maîtrise rien, regardez. On n'arrive pas à faire plier les Birmans, ni les Soudanais, ni les Afghans, ni les Pakistanais, ni les Chinois, ni les Russes, ni les Iraniens. En plus, pour faire pression sur l'Iran, on va chercher les Russes. Mais comme il y a la Géorgie, on va taper sur les Russes. On ne sait pas avec qui. Bon, c'est incohérent. Donc il y a un moment où il faut repenser stratégiquement, redécouvrir la réalité, redécouvrir la complexité. Et dans cette affaire-là, par rapport aux autres pôles en émergence, un peu chaotiques, mais qui vont être là, c'est évident que la Russie est un élément de la réponse possible. Mais pas en acceptant n'importe quoi. Mais les modérés disaient ça va faire partie du jeu. Mais c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour tout le reste. C'est un monde polyphonique, enfin un monde... Oui, comment vous appuyez ça c'est le terme classique multipolaire, mais quand Jacques Chirac parlait du monde multipolaire, c'était une sorte de tableau ordonné. Mais c'était un tableau ordonné. Alors que ça se met en place d'une façon chaotique et sauvage. Bien sûr. Mais il faut qu'on retrouve des politiques de l'intelligence, de la sophistication, de la compréhension de la complexité. Il faut gérer les débordements inévitables. Bernard Kouchner a déclaré que nous devions inventer un langage nouveau vis-à-de de la Russie. Comment on fait ça ? Ça voudrait dire, par se taire complètement, si je comprends bien. Comment trouvez-vous que Nicolas Sarkozy se comporte dans cette ténébreuse affaire ? Moi, je trouve que, je l'ai déjà dit, il a réagi rapidement dans un contexte quand même difficile, avec quand même 6 points dans les plans qui globalement ont été acceptés, même s'il y a eu quelques petits abcès de fixation dans cette affaire. Il faudrait quand même rappeler, pour dire que la Russie nous avait prévenus, et que d'une certaine manière, le péché d'orgueil qui a été commis d'abord par les Américains, et ensuite par timidité ou par éléments timorés, effectivement, de l'Union européenne dans la réaction, c'est que lorsque l'Union européenne... La France et l'Allemagne ont quand même mis leur veto à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN, à leur candidature. Ça a été quand même un point important. Mais c'est ce qui nous a permis de maintenir des éléments diplomatiques. Mais quand il y a eu la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, Moscou est monté au créneau pour dire vous ne pouvez pas le faire. Et il y aura des répercussions dans le Caucase. On n'y est pas encore, mais il faut quand même... Il l'avait dit 10 ans avant. On dit on vous prévient. Et là, d'un autre côté, ils reconnaissent l'indépendance et nous, on pousse des cris d'orfraie sur cette partie-là. On a raison de le faire, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut ensuite discuter des possibilités de réintégration. Ce qu'a fait le président Sarkozy a permis d'éviter que les divergences entre Européens explosent complètement. C'est ça. Alors, il y a un peu trop dans l'accord qu'il n'avait pas pu lâcher, mais... Sur le fond, les Européens ont été dans la même situation que face à l'Irak. Face à l'Irak, face à la guerre en Irak. Donc la forte activité française pendant l'été était très bonne. Très bonne, ah bon. Et il faut très utile. Enfin, ça dépend de la suite. C'était très bien de réagir comme ça. Il faut en profiter pour construire une politique russe
intelligente des 27 qui n'existait pas jusqu'ici. L'heure de l'Europe aurait sonné, donc, Florence Aubenas, si j'ai bien compris. L'heure de l'Europe a sonné, Florence Aubenas. Je vous sors d'une espèce de torpeur générale, mais l'heure de l'Europe a sonné. On aimerait bien, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. Non, mais là, en l'occurrence, quand on vous entend autour de cette table... Je ne crois pas, parce que je ne vois pas très bien... Enfin, demain, c'est vrai qu'il y a cette visite à Moscou, mais je ne vois pas très bien ce qu'il y a négocié d'autre, parce que de fait, entre une position face à la Russie où l'Europe n'a rien dans les mains, j'allais dire. Des exhortations. Assez peu de choses. Et coincé entre le pétrole... ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vendre le gaz. Ils ont besoin de vendre le gaz. Bien sûr. Mais il y avait quand même quelque chose de comique dans la situation où les Européens se demandent s'ils vont prendre des sanctions. Ils n'ont aucun moyen d'en prendre. Et les Russes doivent faire les gros yeux. Et les Russes, à ce moment-là, doivent préciser « Mais nous n'en prendrons pas contre vous ». Moi, je risquerais... Il n'y a pas de marge de manœuvre, en fait. On est vraiment dans la diplomatie Je risquerais une interprétation psychologique du comportement de Nicolas Sarkozy, qui est parti quand même très atlantiste. C'est vrai, il faut essayer de comprendre pourquoi il a été si déraisonnable sur l'Afghanistan et, en apparence, beaucoup plus raisonnable sur le cas de la Géorgie. Je pense que l'interprétation n'est pas idéologique, mais psychologique. Nicolas Sarkozy, est un type qui respecte la force et la puissance. Je veux dire, s'il méprise les faibles, et tant qu'il pensait les adversaires faibles et l'Amérique forte, il était simplement pro-américain. Et donc, engagement en Afghanistan à contre-temps. On découvre en Géorgie l'impuissance militaire totale des Américains. Je veux dire, nous aussi, on l'a découvert. Il n'y a pas que les Géorgiens qui ont découvert que les Américains ne pouvaient rien faire. Sarkozy découvre que la Russie reste une grande puissance. Il respecte la Russie et on discute. On arrive à une bonne solution pour de mauvaises raisons. Je suis d'accord avec Todd et je trouve que c'est une belle conclusion. On vous exclut pas de l'UMP. Non, mais... c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, d'accord, Barouin dit que c'est pas un problème. Moi, je suis en désaccord. Mais vous n'êtes pas l'UMP, vous? Non, mais enfin, je votais pour eux depuis des années maintenant, mais ça compte pas. Mais je vais vous dire ceci. Je ne suis pas en désaccord. Je pense que Sarkozy peut se permettre d'aller très loin avec les Russes parce qu'il ne fait pas d'anti-américanisme. De même qu'il peut aller en Syrie parce que personne en Israël ne le considère comme un adversaire d'Israël. Et que, en fait, cet enterrement du conflit idéologique qui a été mené et monté de façon irresponsable pendant bien longtemps est un moyen, effectivement, pour la France de se faire écouter d'abord par les Européens et ensuite par les Russes. Car les Russes, bien entendu, ne sont pas tout-puissants, c'est un pauvre peuple, et il a besoin de nos investissements, il a besoin de notre présence, il a besoin aussi d'être respecté. Et c'est cela que Nicolas Sarkozy, avec sa culture d'avocat, a accompli. Comment on pourrait appeler cette émission Adieu Géorgie, adieu Ossétie, salut, vive la Russie retrouvée. Écoutez, les Géorgiens, vous savez quelle langue ils parlent, les Géorgiens? Bye bye, Géorgie. Vous savez mais non. Vous savez quelle langue il parle majoritairement? Il parle très majoritairement russe, même comme cela, quand ils écrivent l'article. C'est-à-dire que ce sont des compatriotes comme les Ukrainiens et les Russes d'un ensemble qu'il ne faut pas systématiquement vouloir casser par morceaux. Les Européens ont une chance formidable de bâtir une politique russe qu'ils n'avaient pas. Il faut transformer l'essai. On a évité la division des Européens, il faut maintenant la bâtir, ça ne se fait pas en 3 mois. Il faut maintenant être continu sur ce point. Merci beaucoup, madame, messieurs. Restez là, s'il vous plaît, parce que maintenant, je reçois l'homme de la semaine. En vérité, l'opposant-chef, sinon le chef de l'opposition. Enfin, tout juste revenu de son université de rentrée au Cap-Esterel, où vous étiez d'ailleurs à Védrine, donc vous passez le week-end ensemble. Enfin, invité extérieur, je ne fais pas partie de ce mouvement. Mais enfin, le voici revenu exprès pour Riposte, et je l'en remercie. Je vous propose un florilège de ces dernières sorties politiques, florilège de, vous l'avez compris, François Bayrou. Regardez ces images. Ça donne envie, monsieur, de casser la table devant laquelle on est. C'est révélateur du régime dans lequel nous sommes, c'est le fait du prince. Et je dis, en France, dans cette affaire, l'État n'a pas fait son travail. Eh bien, je vous le dis, ceci pour moi, en démocratie, est insupportable. Est-ce que ça vous donne pas envie de casser cette espèce d'injustice perpétuelle dans laquelle on vit? Quel est ce modèle de société? Quel est ce régime dans lequel on nous amène sans que rien ne le dise et n'en parle? L'arbitraire politique a imposé à l'État de gruger le contribuable français. On ne peut pas l'accepter et le laisser faire. François Bayrou, merci d'avoir accepté notre invitation à juste retour de l'université de rentrée de votre mouvement. Merci. Alors, vous êtes tellement occupé en ce moment que ça doit être difficile de jongler. Critiquer la politique de Nicolas Sarkozy doit être pour vous une sorte de travail à plein temps. Que feriez-vous sans lui ? Sans lui, j'espère que je soutiendrai un certain nombre de choses.
n'est-ce pas, il y a au fond deux sortes de Français, deux catégories de Français. Ceux qui trouvent que, grosso modo, ça va bien. Ils préféreraient que ça se passe un peu autrement sur certains sujets, mais grosso modo, ils trouvent que ça va bien. Et puis les autres, très nombreux, je crois majoritaires, ou de plus en plus nombreux, ils se réveillent tous les matins en disant « Mais ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas possible. C'est pas possible que personne ne dise rien. C'est pas possible qu'on laisse faire l'affaire Tapie, dont on reparlera encore cette semaine. On reparlera nous aussi ici. Ou le financement du RSA en faisant payer les classes moyennes, ceux qui ont un livret d'assurance vie, et en exonérant les plus riches. Les 300 000 foyers les plus riches, ceux-là n'ont rien à payer. Mais dans quel pays peut-on voir ça? Et donc, la plupart des Français, en tout cas un grand nombre de Français, ils guettent, ils se demandent qui, en leur nom, va assumer ce devoir de République. De République. Parce que vous dites, vous avez dit au Capesterel aujourd'hui, là tout à l'heure, à 13h, la République est devenue moins démocratique, laïque et sociale et plus injuste. Oui, je cite la Constitution. Oui, vous citez la Constitution, évidemment. Mais c'est terrible de dire ça. Enfin, vous êtes vraiment l'opposant en chef, quoi. C'est le désaccord de fond que j'ai avec Nicolas Sarkozy et la politique qu'il suit. Selon moi, un pays comme la France ne supporte pas l'inégalité croissante et l'injustice. Alors c'est compliqué, vous savez bien, on est un pays qui a voulu liberté, égalité, fraternité. C'est notre histoire. Cette histoire, il faut l'assumer. Et lorsque des dérives, la pervertissent, lorsque des dérives viennent changer ce projet, alors il faut le défendre. Et c'est, comment dirais-je, c'est la chose la plus simple, j'allais presque dire la plus bête, que de défendre les valeurs essentielles avec lesquelles nous avons choisi de vivre en France. Vous avez lu Le Figaro cette semaine, enfin j'imagine l'article de Paul-Henri Limbert, qui est un éditorialiste connu du Figaro. Il parle de vous, il dit, vous vous contentez d'observer, attendre et espérer. Observer, attendre et espérer. Mais quoi? L'effondrement de Sarkozy ou l'implosion du PS? Non, ça c'est si vous me permettez de dire ça, c'est le chaudron dans lequel on nage. Hein. On nage dans le chaudron politique et on observe les forces politiques. C'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que un projet de société soit proposé à la France et que ce projet de société, les Français s'y reconnaissent. Autrement dit, bien sûr qu'on sait qu'il faut des efforts, mais il faut qu'ils soient équitablement répartis. Bien sûr que tout le monde se doute bien que l'État ne peut pas répondre à tout. Au moins faut-il qu'il soit transparent. Et il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. Bien sûr, on sait il ne l'est pas par relations, réseaux. Oui, il ne l'est pas par le fait que il y a en effet une grande proximité entre des puissances économiques, médiatiques et l'État, des réseaux d'amitié non affichés qui font que on a versé vendredi, avant-hier, au liquidateur de M. Tapie un chèque de 197 millions d'euros. M. Tapie n'a même pas été entendu par la commission des finances de l'Assemblée nationale, puisqu'il va l'être. C'est un détournement de jurisprudence. C'est un détournement de justice, quoi. Le rapporteur a dit c'est une décision sans base légale. Bon, c'est le rapporteur. Très bien. Le député socialiste Vincent Peillon, on va y revenir à toutes ces questions qui vous ont tellement sollicité cette semaine. Le député socialiste européen Vincent Peillon, proche de Ségolène Royal, a proposé cette semaine un contrat de gouvernement avec le MoDem. Alors vous avez dit oui, mais est-ce qu'on peut considérer que vous lui avez répondu tout à l'heure, Moi, je vous pose une question. En appelant dans votre discours à un grand rassemblement. C'est ça que vous avez dit dans votre discours. Vous avez appelé un grand rassemblement. C'est une réponse? Je dis des choses très simples. Le jour, dans longtemps, on n'est pas encore là, il n'y a pas encore d'élection. Le jour où la question de l'alternance se posera, je crois qu'elle se posera. Et pour les Français, ce jour-là, la question, ce sera qui peut
entraîner les Français vers l'alternance. Et ça imposera des rassemblements. J'ai dit, les républicains auront tous besoin les uns des autres. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous parlerez avec les socialistes Non, c'est pas du tout comme ça que la Ve République fonctionne, si vous me permettez de vous le dire. Mais ça ressemble beaucoup à la quatrième. Les Français auront devant eux le choix entre des projets. Oui. Mon intuition, je peux me tromper, c'est qu'ils n'attendent pas aujourd'hui une société socialiste. Je ne crois pas ça. Les socialistes non plus ne croient pas ça. Ça tombe bien. Oui, alors. C'est peut-être leur problème. Socialiste, oui. C'est peut-être leur problème. Les Français, je crois qu'ils veulent quelque chose de beaucoup plus simple. Vous l'appelez société humaniste. Je dis ils veulent une société humaniste. Une société où ils aient la certitude que, les décisions sont inspirées par l'intérêt général et justes. Qu'elles ne sont pas au bénéfice des uns et à la charge des autres. Vous savez, après tout, c'est du bon sens élémentaire, cette attente des Français. D'accord, mais je trouve ça quand même assez bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien travailler avec quelqu'un. Vous travaillez avec les socialistes, vous direz, pour parler clairement. Et je pense qu'il y aura des gaullistes aussi. Des gaullistes. Vous faites un appel ici à des socialistes, à des gaullistes pour les élections. Non, on n'est pas... Vous savez bien, on est à combien? 3 ans de ces élections. Mais il faut s'y prendre avant, sinon on est déçus. Eh bien, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas dans une perspective électorale. Je suis dans une perspective civique. C'est-à-dire, vous comme citoyen, moi comme citoyen, aujourd'hui nous avons à répondre à une question, est-ce que ça va dans la bonne direction ou pas? Ma réponse à moi, c'est, en raison de ces dérives-là, ça ne va pas dans la bonne direction. Mais je vois très bien, la scène, le congrès de Reims, alors les socialistes élisent leur premier secrétaire, et je vois très bien une espèce de discours d'appel que vous feriez, assez solennel d'ailleurs. Cher militant socialiste, je te sais déçu, je te sais dépité, je te sais perdu par le spectacle de la bataille des chefs, peuple de gauche abandonné, peuple de gauche orphelin d'utopie, de grands leaders, je rejoins le MoDem. C'est possible, ça? Non. Non? Ça aurait de la gueule. Je ne crois pas que ces caricatures-là aient quelque chose à voir avec la réalité. Le Parti socialiste est un parti respectable. Personne ne vous parle de caricature, là. C'est un parti respectable, et il me semble que cette manière de présenter les choses ne les C'est comme ça que vous êtes arrivé quand même à 17% de voix. Pas 17, 19. 19, pardon. Mais vous êtes quand même arrivé à 19, en parlant à peu près comme ça. Je suis arrivé à 19 en parlant aux Français le langage que je croyais être celui de la vérité. Et ils y ont trouvé quelque chose de crédible pour eux-mêmes. Oui, mais là vous partez avec ce socle, vous pensez, des 19 ? C'est la dernière enquête que vous avez indiquée, elle est à 17. Ah bon, c'est ça, j'ai mélangé. Mais il y a une question qui me hante, François Bayrou, quasiment m'empêche de dormir. Pour qui avez-vous voté au second tour, vous ? Je n'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy, et je n'ai pas voté pour Ségolène Royal. Donc vous avez voté blanc ? J'ai voté blanc, oui. Est-ce que vous avez un premier secrétaire préféré du Parti socialiste ? Non. Bon, d'accord. Vous ferez avec ? Mais j'ai pas à faire avec, c'est le choix des socialistes. D'accord. On vit juste une question comme ça de routine, on vit un grand moment de pipolisation de la vie politique. Vous avez vu ça, avec la grossesse d'un ministre, les confidences d'une première dame chanteuse invitée cet après-midi même chez Michel Drucker. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Vous savez ce que c'est la pipolisation ? C'est le projecteur braqué sur ce qui est secondaire pour qu'on ne regarde pas ce qui est essentiel. C'est une manière de détourner l'attention. C'est de la diversion. C'est de la diversion. Et donc, moins je m'y prête et mieux je me porte. Pourtant, vous aviez déclaré, vous, que ce que votre femme préférait en vous, c'était votre virilité, je me souviens. Non, c'est pas vrai. Non. Si. Ce que ma femme préférait en moi, c'est que je sois, un homme qui assume. Vous en avez marre de tout ça, de tout ce spectacle-là, c'est ça ? Non, oui, enfin, c'est leur affaire. C'est sans grand intérêt. Honnêtement, vous parlez de la grossesse de la garde des Sceaux. C'est un événement très important pour elle. Mais j'ai pas envie de m'interroger longtemps sur les circonstances. Voilà. Et sur qui est le père ? Problème lancinant, récurrent pour les Français. Non ? Enfin, je vois que vous... Vous voyez, oui, non, c'est pas exactement pour moi la question principale de la journée. Et je vais vous dire,
Je pense que pour beaucoup de Français, ce n'est pas la question principale non plus. Elle assume les événements de sa vie. Difficile de et c'est très bien. Ouais. Bon, c'est très bien. Martin Hirsch, là, le haut commissaire aux solidarités, je ne sais pas pourquoi on dit de solidarité active, c'est-à-dire comme s'il y avait des solidarités passives, qui est aussi le père du RSA, dit dans le JDD aujourd'hui, vous avez vu, c'est dans le journal d'aujourd'hui, ce sont les électeurs socialistes qui bénéficieront, j'ai pas compris, ce sont les électeurs socialistes qui bénéficieront du RSA, mais ce sont les électeurs de Sarkozy qui vont le financer. Que pense le représentant des électeurs du MoDem, alors, de ça? Je pense que ce sont les classes moyennes qui vont être appelées à payer. C'est les classes moyennes, point barre. C'est une mauvaise manière faite aux classes moyennes. Ce n'est pas une mauvaise manière, c'est la création d'une taxe, non pas sur le capital, mais sur les épargnants, et sur les petits épargnants, puisque les plus fortunés sont, eux, mis à l'abri de cette contribution de solidarité. Que fallait-il faire d'autre? D'abord, s'interroger sur est-ce qu'on a vraiment besoin de mobiliser une taxe supplémentaire. Je vais faire une réflexion toute simple avec vous. Le RSA, si j'ai bien compris, c'est fait pour des gens qui sortent du RMI. C'est-à-dire, quand quelqu'un sort du RMI, vous n'avez plus à assumer les 450 € ou 500 € ou 550 € que représente son RMI. Et avec cet argent-là, vous pouvez payer 2 RSA, peut-être 3. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin ainsi de milliards supplémentaires? Je suis incapable de répondre. Eh bien, c'est une question qui se on invente une taxe. Vous avez vu quoi? M. Piketty, qui est un économiste que j'estime beaucoup, oui. A écrit dans Libération une tribune très intéressante sur le RSA comme usine à gaz. Qui fait, comment dirais-je, qui complique administrativement énormément la situation. C'est une bonne idée qui est devenue une usine à gaz. C'était une idée juste et qui, me semble-t-il, est en train de, en tout cas, de poser des questions. Puisque, comme vous savez, on n'a pas évalué les premières expériences qui ont été faites. Vous allez voter le quoi, président de la commission d'évaluation a dit trop tôt et je n'ai pas pu faire l'évaluation nécessaire. Si c'est bien, je voterai pour. D'accord. Autre événement, l'affaire Corse. L'affaire Corse, entre guillemets. La révocation, en tout cas, du grand policier de Lille, Dominique Rossi, après l'invasion de la maison de Christian Clavier par des visiteurs d'un genre spécial, puis ils étaient des nationalistes. Vous avez dit, c'est le fait du prince, et vous avez parlé de crime de l'ex-copain de Sa Majesté. C'est terrible. Bon, c'est rigolo, mais vous semblez faire peu de cas de la protection des biens, non? Écoutez, il y a 3 mois, le bureau du président du Conseil régional de la Corse a été envahi et même incendié. Aucune réaction. Mais quelques dizaines de manifestants sont allés poser le pied sur la pelouse de la maison de M. Clavier, et là, le directeur de la sécurité publique saute. Vous savez, il y a un grand principe de droit qui est le principe de proportionnalité. Eh bien, je trouve que ça n'est pas respecter le principe de proportionnalité ou l'équilibre que de prendre cette décision-là. Monsieur Rossi, tout le monde dit que c'était un très grand responsable de la sécurité publique. Eh bien, je trouve que c'est un peu disproportionné. Voilà. Donc la justice est aux ordres? C'est pas ça, les décisions la justice, l'administration est aux ordres, on vire quelqu'un. La police est aux ordres. Ça veut dire que l'État, n'est pas, ne respecte pas ses serviteurs. Et ça veut dire que une décision prise en haut, elle peut jeter quelqu'un, même si il a une réussite importante dans ses fonctions. Sur l'affaire Tapie, c'est la justice aux ordres. Et il y a aussi... Non. Sur l'affaire Tapie, on a écarté la justice. Et puis il y a Edwige, votre combat contre Edwige. Vous écoutez dénoncer les fichiers dans lesquels pourraient figurer, entre autres, et détraisant les éléments les plus intimes de la vie privée des politiques, des syndicalistes ou des religieux. On tremble. Alors, j'ai vu le texte du journal officiel devant les yeux. Il présente des garanties quand même, ce texte. Tout le monde ne peut pas accéder à ces infos. Tout le gouvernement et les fonctionnaires désignés par lui. Et alors vous dites, vous voyez dans votre phrase, il y avait un petit mélange. Au fond, au début, on a cru, tous ceux qui n'avaient pas lu le journal officiel, y compris moi, parce que je ne lis pas le journal officiel tous les jours. Au début, j'ai cru que le fichier Edwige, c'était fait pour des délinquants. Oui. Des gens qui menacent l'ordre public
et des gens qu'on allait en effet essayer de contrôler dans la mesure des moyens qui étaient ceux de l'administration. Et alors là, il y a un débat, mais c'est de la prévention, et après tout, c'est un débat fondé. Puis après, un jour, j'ai pris le texte du journal officiel, comme vous le voyez, et alors vous découvrirez que l'objet principal du décret consiste à centraliser les informations relatives aux personnes qui ont sollicité, exercé ou qui exercent un mandat politique, syndical ou économique ou une responsabilité religieuse. Mais qu'est-ce qui justifie que quelqu'un aille ficher quelque part tout ce qui concerne vos relations personnelles, éventuellement votre santé ou c'est écrit votre vie sexuelle? Mais dans quel pays accepte-t-on ce genre de choses? En tout cas, pas une démocratie normale. Et donc, ceci ne doit pas être accepté. Non? Et 130 000 signataires, je crois, ou 120 000 signataires s'élèvent, citoyens s'élèvent contre ce fichier. Alors, il y a quelqu'un qui vous a écrit une lettre, c'est à votre intention. Si vous voulez bien la lire devant nous, il s'agit de l'écrivain Jean-François Kervéan, qui vient de sortir une saison chez Mickey, paru chez Fayard. Il vous écrit, lisez-la, et s'il vous plaît, répondez-lui. François Bayrou. Monsieur, je tiens à vous saluer pour certaines expressions. Quand on peut dire « le tracteur est un endroit où je réfléchis très bien », ou encore « ce n'est pas le vent qui fait tomber les branches, si elles tombent c'est qu'elles sont mortes », on est assurément quelqu'un. Même si nous savons bien que le vent peut aussi abattre des branches et que sur un tracteur, souvent, on tourne en rond. Ça prouve qu'il a une pratique insuffisante du tracteur. Mais revenons à votre devise. Ne pas plier. Reconnaissez que ce peut être aussi ne pas choisir. Et qui ou quoi peut avancer sans plier? Pas un arbre et surtout pas un roi. D'ailleurs, au fond, avez-vous tranché cette question? Voulez-vous être un arbre ou un roi? Alors vous répondez à Jean-François Kervéan. Il vous fait ses amitiés, mais répondez-lui. Voulez-vous être un arbre ou un roi? Je pense que l'idéal, c'est d'être, non pas un roi, mais en tout cas un responsable enraciné. Les racines des arbres sont ce qui leur rend le plus grand service. Voilà. Et pour les hommes aussi. Bravo, et on passe à la dernière rubrique de cette émission. Alors, information, ce qu'on se dit dans les rédactions. Au fond, non, je suis plus vieux que vous, mais on a à peu près le même âge. Enfin, il y avait une regrettée journaliste qui s'appelait Joseph Taoui, qui faisait « Attendez-vous à savoir », vous vous souvenez, « Attendez-vous à savoir la semaine prochaine, ce qui va se passer, etc. » Alors, je reçois Claude Askolovitch, rédacteur en chef au Journal du Dimanche et chroniqueur à Europe 1. Bonjour Claude, vous connaissez évidemment. Alors, il faut que je m'attende à savoir quoi? Il faut qu'on s'attende, nous autres Français, à savoir quoi qui va se passer la semaine prochaine. D'abord, depuis 1998 et la Saint-Aimé Jacquet, on ne fait plus de pronostics dans les rédactions. Ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, on se serait vu la semaine dernière, on ne savait absolument pas que des gens allaient pique-niquer autour de la piscine de Clavier. Et pourtant, les rédactions, toutes les rédactions, le JDD Europe 1, on a réagi à partir de ça. Donc on ne sait pas. Le premier truc, c'est qu'on ne sait pas que le journaliste est une école de modestie absolue. Ensuite, il y a deux sortes d'actualités. Il y a les événements internationaux, c'est le débat qu'on a eu, que vous avez eu juste avant sur la guerre. Ça continue évidemment, ça se joue, ça continue lundi et mardi, avec, petit A, la visite de Nicolas Sarkozy, flanqué de Barroso, président de la Commission européenne, à Moscou pour voir le président russe Medvedev. Le lendemain, les mêmes reçoivent à Évian, ville d'eau, ville de congrès, le président ukrainien Yushchenko. C'est la même histoire. Il y a d'un côté une bonne nouvelle, l'Union européenne devient une puissance qui avance unie. La mauvaise nouvelle, c'est jusqu'à présent, cette puissance unie n'a pas vraiment fait peur aux Russes, qui sont toujours en Géorgie, qui disent eux-mêmes qu'ils ont de bonnes raisons d'avoir peur, parce que l'Occident, CF Emmanuel Todd, les encercle. Donc, petit A, à Moscou, on va voir ce que Medvedev est prêt à donner, est prêt à reconnaître. Petit B, mardi, face aux Ukrainiens, on leur dira, voilà, vous voudriez bien faire partie de l'Union européenne, c'est pas possible, pas tout de suite, on va s'associer avec vous, mais on ne peut pas aller trop loin, parce qu'il ne faut pas faire peur au grand ours russe, sinon il devient encore plus méchant. Ça, c'est l'actualité. Et sur le plan économique, social, politique français? Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'il y a des polémiques. Le journalisme se nourrit de polémiques, l'actualité se nourrit de polémiques ou de débats. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment des débats qui existent, que vous, les politiques, produisez, ou que nous, les journalistes relayons,
pénètrent la conscience du public et deviennent de véritables affaires, très souvent d'une semaine sur l'autre, mon Dieu, les césures du week-end, hélas, sont artificielles. Donc je vois plusieurs polémiques ou plusieurs débats possibles qui vont s'amorcer ou se poursuivre cette semaine. Première question, je vous l'ai fait en vrac. Première question, combien de temps la belle unanimité de façade produite par l'UMP à ses universités d'été, sur ordre, à la demande du chef, du président Sarkozy, va-t-elle tenir? À mon avis, pas très longtemps. D'abord parce que le jeu médiatique est tel que, ensuite parce que tout le monde a envie de parler, enfin parce que ces gens-là, la droite, l'UMP, ont de vrais problèmes et de vraies divergences sur de vrais sujets qui vous préoccupent aussi, François Bayrou, les finances, les impôts, le budget, les déficits, le RSA, mais pas seulement. Et qu'il y a des gens qui sont empreints de sincérité, type Lambert, l'ancien ministre du budget, sénateur UMP, qui auront envie d'exprimer les inquiétudes que leur inspire la politique du président de la République. Donc fatalement, ça va revenir, ce n'est pas seulement un jeu d'ambition médiocre, ce sont de vrais débats sur la politique économique, budgétaire, financière de la France. Premier débat, première polémique, je ne sais pas quand ça ressurgit, mais ça ressurgit évidemment. Deuxième débat, deuxième polémique, François Bayrou en a parlé, mercredi, Bernard Tapie est auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui se demande comment Bernard Tapie a obtenu ce tribunal arbitral, ce tribunal privé. 197 millions, c'est ça? Premier versement. Premier versement. Qui va plutôt aller, pour l'instant, à ses créanciers. Hein. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, il y a cette audition. Non. Attendez, pardon François. Il y a cette audition. La question pour le public et pour vous, c'est à quel moment cette affaire Tapie devient une affaire Sarkozy, c'est-à-dire à quel moment l'idée que c'est le président de la République qui a impulsé ce tribunal arbitral, tribunal privé, devient réelle, patente pour les gens. Troisième polémique, je poursuis, ça commence vendredi avec l'arrivée du pape. Est-ce qu'on se fait un nouveau discours de la Trambis, la France, fille aînée de l'Église, ou la France laïque qui se défend? Ça me paraît pas évident, c'est vous qui aviez dit un jour qu'on était un pays catholique apaisé. À mon avis, ça se passera beaucoup plus simplement. Enfin, deux sujets qui sont latents, qui sont deux sujets pour la gauche et pour Bayrou maintenant. L'affaire du fichier de Vise et une affaire qui m'intéresse plus parce que ça touche au tréfonds de l'identité de la gauche, la privatisation possible de la Poste. Il y a une réunion des partis de gauche vendredi, je voudrais bien savoir si vous allez vous y joindre un moment, pour demander un référendum sur cette question. C'est hautement symbolique, c'est notre dernier grand service public unifié, la dernière trace de la vieille République. Là, ça peut bouger. Toute dernière chose, on a parlé d'une église, fête de l'humanité ce week-end. Nicolas Hulot, qui n'a pas parlé depuis longtemps, va parler environnement. Vous l'aimiez bien, Nicolas Hulot, il est de plus en plus à gauche. Curieux de savoir ce qu'il va dire aux communistes. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez. Merci François Bayrou, merci aux autres invités de débat. Si vous voulez prolonger ce débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci madame. Merci.